Alors, ce qu'il y a assez de chaises. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, il faut peut-être que je mette un tout petit peu plus fort. Oui. Je règle. Voilà, c'est mieux là? Ça va pour tout le monde? Donc il reste une chaise, là, il y a une place. Là, il y a une place encore, là, jeune homme. Au fond, là. Il se cache, mais non, bon, tant pis. Voilà. Ah, il arrive, voilà. Voilà. Daniel. Elle était réservée. Ah, très bien. Monsieur le maire, merci. Voilà, mesdames, messieurs, merci. Bah, tout d'abord, merci d'être présents ce soir aussi nombreux. Je vais finir par être ému. Hein. Voilà, aussi nombreux pour cette rencontre. Alors, c'est une rencontre. C'est d'abord une rencontre dans mon exposition. Et comme habituellement, quand il y a un artiste qui vient dans cette galerie, c'est moi qui anime la rencontre, c'est compliqué de m'animer moi-même. Donc, je vais essayer quand même. Donc, je vous proposais, comme postulat de départ, je vous proposais quand même de parler un petit peu de la beauté. Voilà. Alors, je précise tout de suite que c'est une rencontre. C'est pas une conférence, c'est pas une conférence d'histoire de l'art. Voilà, je suis pas un conférencier d'histoire de l'art. Je m'occupe certes de cette maison, je connais un petit peu la peinture, je la pratique un petit peu, le dessin aussi, mais je suis pas un spécialiste un grand spécialiste de tous ces domaines. Donc ça va pas être une. Alors je compte sur vous pour m'interrompre. On va un deuxième micro là pour m'interrompre et pour poser des questions aussi qui, moi, pourront me faire rebondir. Travail que je fais habituellement en tant qu'animateur des rencontres. Voilà. Donc, je vous proposais de parler de la beauté. Pourquoi je proposais de parler de la beauté? Parce que, quelque part, la beauté, quand on parle de la beauté, alors surtout dans le milieu artistique, ouais, ah ça y est, on doit parler de la beauté, il y a un petit côté un peu ringard, comme ça. Enfin, les gens vont dire, ouais, la beauté, ça fait un peu 19e, on va dire comme ça. Ouais, la beauté, et puis après, il y a tout de suite le truc qui vient. Ouais, bah, tout le monde a son jugement, tout le monde avec c'est très subjectif, donc chacun reste sur ses positions et n'en parle plus. Bah non, moi ça m'intéresse d'en parler, parce qu'en fin de compte, comment la beauté d'un paysage, comment la beauté d'une œuvre d'art, comment la beauté, tout type de beauté, pourquoi on est ému? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui marche là-dessus? Qu'est-ce qui marche? Alors, peut-être vous êtes ému par certaines choses qui sont là, ou en tout cas, il y a tout de suite une notion de beauté qui arrive là. Et nous, en tant que créateurs, bah, on a quand même ça derrière aussi. On sait qu'on va s'adresser à un public, et on sait qu'on travaille d'une certaine manière, et on a quand même dans des réflexions esthétiques, et on tend vers une certaine forme de beauté. Alors après, à voir quel type et comment elle s'organise. Alors pour introduire un peu le sujet, bon, alors il y a très très longtemps la beauté, je dirais à l'époque grecque, à l'époque d'Aristote, à l'époque de Platon, on avait déjà des canons de beauté, puisque on a quand même eu des grands sculpteurs, je pense à Phidias, on a quand même fait des grands temples, le Parthénon et autres. Donc là, il y a des critères de beauté. Mais on a des critères de beauté qui sont vraiment complètement normés. Et généralement des critères de beauté qui sont... alors, quand je dis normés, ça va jusqu'au nombre d'or, parce que pour faire un temple, on a mis en place le nombre d'or, lié avec les mathématiques, lié avec tout ça. On a des critères de beauté avec des critères de proportion. On est aussi dans la beauté avec aussi l'imitation de la nature. Voilà. Alors naturellement, par exemple, parce que quand on réfléchit dans ce domaine-là, on réfléchit toujours de notre point de vue aujourd'hui, contemporain. Donc on est toujours dans cette réflexion-là, quelque part, un petit peu, je dirais, anhistorique. C'est-à-dire que ça fonctionne pas, parce qu'on n'est pas dans l'époque. Combien de personnes disent que la peinture égyptienne est belle? Mais non, la peinture égyptienne n'est pas belle. Je suis pas d'accord. La peinture égyptienne, elle est pas belle parce que la peinture égyptienne n'existe pas. Là, je provoque un peu. Elle n'existe pas, ça n'existe pas, la peinture égyptienne. L'art égyptien n'existe pas. L'art égyptien, qu'on appelle art égyptien, c'est uniquement un art fonctionnel.
Donc c'est pas une notion d'art comme on a aujourd'hui. On le lit, nous, avec notre notion d'art, et on dit waouh, les peintures égyptiennes, c'est beau. Si on connaît un peu les hiéroglyphes et tout ça, on peut décrypter un peu, mais on peut pas dire c'est beau avec notre niveau. C'est intéressant pour un pharaon d'avoir des peintures, d'avoir des temples, d'avoir des choses, parce que quand son âme, quand il est mort, parce que c'est d'abord une question de mort, et on y reviendra avec François Schenck sur la beauté, de vie et de mort. Quand on est égyptien et quand on est pharaon, ben le problème c'est qu'on a une moyenne de vie généralement assez courte à l'époque, 4000 ans avant Jésus-Christ, ainsi de suite. Et donc, le problème, c'est quand on meurt, c'est l'âme, quoi. Ben, l'âme, elle s'en va, quoi, l'âme. Et l'âme, il faut qu'elle retrouve le corps. Et pour retrouver le corps, les Égyptiens font de la peinture. Donc, c'est purement fonctionnel. Et si dans cette peinture, il manque un bras, l'âme, elle va parvenir dans le temple. Elle ne retrouvera pas le corps. Et donc, elle est perdue. Elle va errer autour du monde. Donc, là, on voit qu'on dit, ouais, la peinture égyptienne, c'est beau de notre point de vue, parce que plastiquement, nous, on la trouve belle, mais elle est d'abord symbolique, elle est d'abord fonctionnelle. Donc on a toute cette notion de beau, déjà, qui est complètement différente. Alors après, quand on progresse un petit peu dans l'histoire, quand on progresse à partir de la Renaissance, ou plus tard, 17e, 18e, tout ça, là, on a déjà une autre réflexion sur l'idée du beau. C'est que l'idée du beau, ça doit être aussi... le beau doit aussi avoir une dimension, je dirais une dimension spirituelle et une dimension symbolique. Alors là, on continue à être spirituel et symbolique, et le beau intègre la notion de sens. Et c'est pour ça qu'on fait des grandes œuvres aussi, des grandes allégories, qu'on travaille. Bon, alors là, on le voit vraiment souvent d'entrée symboliquement avec tout ce qui est peinture religieuse, quoi. Donc effectivement, si j'aime bien parler du Tondo Doni, donc de la fameuse Sainte Famille de Michel-Ange, mais effectivement quand on voit ce tableau, on voit la Sainte Famille, donc on voit Marie, on voit Joseph, on voit l'enfant Jésus, et effectivement c'est beau. Effectivement, il y a quelque chose qui se dégage dans ces regards entre Marie et son enfant, entre Joseph et tout ça. Mais en même temps, on est quand même dans du symbolique. On est relié à la religion. Donc on voit là quand même aussi la peinture, la notion du beau porte du sens. Et là c'est vraiment Hegel qui a travaillé là-dessus et Kant sur l'idée du sens. Alors symboliquement, après il y aura aussi plein... On va faire un maximum de peintures et d'œuvres d'art qui reprendront des mythes grecs ou qui reprendront des grandes allégories. Et là donc on recherche effectivement beaucoup de sens. Et patatras, on va dire, pour aller très rapidement dans l'histoire de l'art, on arrive déjà à la période réaliste où là, il y a un provocateur comme Courbet, qui décide, lui, de dire « Ouais, moi je continue à peindre, je suis un peintre, j'ai quand même une formation un peu classique comme ça, mais j'ai quand même envie de parler de mon monde, et puis de vous donner d'autres notions de beau. » Mon Courbet, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un enterrement à Ornans, là, et qu'est-ce qu'il nous met? Il nous fait une toile qui doit être vachement belle, et puis qu'est-ce qu'il met au premier plan? Il met une tombe avec un chien. Au premier plan, vous imaginez les gens de l'époque qui étaient dans un classicisme, qui étaient dans du David, dans du Ingres, qui voyaient les mecs, c'était tous des beaux mâles bien musclés avec des glaives, les nanas, des super meufs bien qui sortent du puits, la vérité sortir du puits, toutes belles, voilées, tout ce qu'on veut. Et puis là, il y a mon Courbet, qu'est-ce qu'il fait? Il met une tombe au milieu avec un chien derrière, et puis le curé derrière, et puis tout le village, tiens. Et puis il dit, ça c'est une peinture, et ça peut aussi être beau, quoi. Alors la notion de beau, là, elle commence un petit peu à être un peu bouleversée. Alors nous, on a intégré tout ça, puisque forcément, nous, on est là en 2025, donc on a complètement intégré ça. Et puis alors là, provoque sur un peu cette idée du beau, voilà un gaillard comme Marcel Duchamp qui va prendre un urinoir, et puis qui nous le retourne, puis qui dit, ça c'est une œuvre d'art, puis c'est beau. Alors là, ça y est. Alors là, on ne sait plus où on est complètement perdu. Alors c'est quoi le beau? Où il est le beau? À quel moment ça nous fait plaisir? À quel moment on a du sentiment? À quel moment ça vibre là? Donc voilà. Mais en même temps, Marcel Duchamp, en faisant cette provoque-là, fait que effectivement, on a été fait qu'on a pu par exemple avoir de la performance
et avoir une œuvre comme l'œuvre de Marina Abramovic, quoi. Quand je vois Marina Abramovic arriver avec sa grande robe rouge dans une performance à New York, au Guggenheim à New York, et s'installer à une table avec sa robe, et rester très silencieuse et dire voilà, mon travail artistique va être le suivant, je vais accorder à qui le veut pendant le temps qu'il faut, pendant une semaine si vous voulez, j'accorderai à chaque personne qui va venir s'asseoir devant moi 1 minute de silence, et je vais la regarder dans les yeux. Ils n'y croyaient pas. 3 semaines après, il y avait encore du monde qui faisait la queue au Guggenheim Museum, quoi. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle amène quelque chose de complètement différent au niveau de l'art, au niveau de la beauté, au niveau de la sensibilité, et voilà. Donc on voit que là, le champ s'est complètement éclaté. Et on voit maintenant que la beauté, cette notion de beauté, elle a complètement évolué, et elle est renouvelée, elle est complètement ouverte. Alors aujourd'hui, moi, quand je vous présente ça, quand je vous présente ce travail-là, il y a quand même, il y a la nature qui est là. Alors la question de la nature, effectivement, si je vous prends tous, on monte sur le Honeck, là, on va voir, on est tous différents, on est tous de provenances différentes, on a tous des cultures différentes, socialement on est tous différents et tout ça, et on va tous se mettre au Honeck, on va regarder le soleil qui se couche, et là, on sera tous d'accord, quelque part, pour dire que c'est beau, que c'est magique, et que c'est étonnant. Alors on ressentira tous ça en même temps. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'on regarde tous la même chose et qu'on abandonne, avec cette notion de beauté, comme ça, on abandonne tout. On abandonne tout notre social. On abandonne qui on est. On est ensemble face à une lumière et on est tous d'accord. On a tout abandonné. On a tout oublié. On est dans un lâcher prise ensemble, comme ça. Et là, on est dans la beauté. Au moins, elle a cette faculté-là de nous réconcilier complètement. Même si, quelquefois, on peut être avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui on n'aurait pas d'accroche spéciale, mais ça marche. Et là, c'est complètement fascinant. Il y a quand même quelque chose de magique et d'assez fascinant. Et donc, moi, quand je me promène dans la nature, ben c'est ça, je marche dans la nature. La nature, j'ai toujours habité à la campagne, je précise, et ça, c'est quand même assez important. Et j'ai toujours été ému, très, très petit, ému par la beauté de la nature, par la beauté des arbres, par la beauté d'une rivière, par la beauté d'une lumière. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un enfant de la campagne et que je me suis baladé aussi très petit, souvent tout seul dans la campagne, mais j'ai toujours été ému par la campagne. Et c'est pas pour rien que là je reviens à cette idée, à cette idée du végétal et cette idée de travailler le végétal. En allant le regarder peut-être de manière un peu plus fine, dans certains détails, dans certaines façons de fonctionner, en l'utilisant même véritablement comme support de base. Alors voilà l'idée un peu au niveau de la beauté. Alors elle nous pose plein de questions, cette beauté. Et tout à l'heure, je vous parlerai d'un certain nombre de livres qui m'ont permis aussi de travailler un peu sur ce domaine-là. Mais voilà, donc dans cette histoire de dévoilement, ou je pense aussi, dans cette histoire de beauté, je pense aussi à Christo en particulier. Dans cette histoire de voiler, dévoiler. C'est quand même quand Christo... Alors les gens ne connaissaient pas trop Christo, mais quand il a fait le Pont Neuf, rappelez-vous bien, quand il a fait le Pont Neuf, c'était un véritable scandale. Mais qu'est-ce que c'est de cet artiste qui nous met de la toile sur le machin, là ? Et il veut dire quoi ? Voilà. Et quand le Pont Neuf a été réalisé, et puis que toute cette toile avec l'humidité ambiante venant aussi de la Seine et tout ça, s'est complètement mise sur le Pont Neuf, et qu'ils ont vu la magie, la lumière qu'il y avait sur ce Pont Neuf, et là tout le monde a redécouvert le Pont Neuf. Il l'avait même jamais vu, il passait tous les jours en voiture dessus, dans un sens, il ne le voyait même plus, le Pont Neuf. Et là, il redécouvre complètement une architecture, la beauté d'une architecture au milieu d'une ville. Et tout ça avec ses lumières et tout ça. Et à la limite, et je crois qu'il y a certaines personnes qui ont demandé à ce qu'on n'enlève pas le travail de Christo. Ils ne voulaient plus l'enlever parce que c'était tellement beau, ça jouait tellement bien avec la lumière que ça renouvelait complètement leur vue de la ville, leur vue de Paris. Voilà. Alors bon, je vais
je pense aussi à la beauté changeante, parce qu'il y a quand même cette idée aussi toujours de changement dans la beauté. C'est pas une fixité, quoi. Et là, je pense en particulier à Monet, qui quand même, à l'époque, a quand même réussi à montrer avec ses meules de foin ou avec ses cathédrales. La cathédrale de Rouen, c'est quand même Monet qui a quand même réussi sur une idée sérielle comme ça de parler de beauté à travers la lumière en représentant toujours le même élément, mais à des périodes différentes de la journée et à des périodes différentes de l'année. Et effectivement, quand on a la chance de voir plusieurs cathédrales de Rouen comme ça, et qu'on a le temps de les regarder, on est quand même assez étonné de voir comment toute cette vibration fonctionne bien et comment à chaque fois on est ému par chaque moment de cette cathédrale, alors que c'est toujours la même chose. Et on peut quand même toujours s'étonner. La Joconde, c'est quand même pas aujourd'hui, c'est quand même pas un canon de la beauté, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même, si je la croise dans la rue, je sais pas si... Bon, non, la Joconde, non, quand même, quoi. Mais tout le monde est quand même d'accord pour dire qu'elle est belle, quoi. Bon, alors on peut vous expliquer, je pourrais vous faire une description de la Joconde, pourquoi elle est belle, avec le fond du tableau, les histoires des lèvres, des yeux, des inclinaisons et tout ça, qui fait qu'il y a une espèce de mystère qui arrive là, et qui fait qu'elle devient une icône quelque part, elle devient très belle, mais voilà, donc, et pourtant on est tous d'accord. Mais la beauté, voilà, alors elle utilise plein d'éléments comme ça, graphiques et autres, en tout cas de la peinture, mais elle est au-delà de ça. Moi, je sais que je suis très ému, par exemple, par des peintures de Giotto, qui est quand même des primitifs italiens, et Saint François d'Assise donnant des graines aux oiseaux. On voit le Saint François, là, il y a une espèce de fond, n'est pas trop clair, byzantin, il y a une église, un machin, pas trop bien dessiné, puis les petits oiseaux qui picorent. Mais il y a une espèce de truc complètement épuré, là, qui devient complètement magique, qui devient complètement poétique, quoi. Voilà. Donc la beauté, c'est quand même une question je trouve hyper importante à se poser, parce que ça nous repositionne aussi. Et savoir pourquoi, en tout cas, pourquoi on va dire que c'est beau, et pourquoi on va rentrer là-dedans, et pourquoi on va être ému. Alors c'est une question quand même importante, mais quelqu'un comme Freud se l'était posé aussi. Donc est-ce que quelque part, alors je vous livre ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est pas retrouver, quand on parle de beauté, quand on est dans cette sensibilité-là, est-ce que c'est pas retrouver un état premier? C'est la question que posait un peu Freud. C'est-à-dire un état premier, un état de notre naissance, de cette rupture qui est terrible, dont on ne se souvient plus, dont parlait Zenati quand j'avais reçu ici, cette rupture qui est incroyable, et cette violence qui a dû être notre naissance, notre arrivée au monde, elle est quand même violente quelque part. D'ailleurs, elle doit se passer une espèce de truc comme ça. Mais en fin de compte, il y a le flash complet. On ne se souvient de rien. Mais en réalité, est-ce qu'on se souvient de rien? Peut-être pas. Et peut-être que là, il nous reste des petits éléments. Il nous reste peut-être des lumières. Il nous reste peut-être des ambiances. Il nous reste peut-être des petites choses. Et est-ce que toute notre vie, on ne court pas quelque part à travers notre libido et tout ça, ainsi de suite, on ne court pas à travers cet état premier, de retrouver cet état premier. Est-ce que ça constitue pas, quelque part, peut pas constituer un élément de la beauté, en tout cas de notre sensibilité à la beauté, voilà. Donc pour ce qui est du végétal, pour revenir sur le végétal, on est aussi et ça je glisse comme ça, on peut être aussi dans un état premier. C'est-à-dire que là, cette expo, elle s'appelle Folia. C'est la feuille, Folia. Et la feuille. Mais la feuille, je relisais chez Emmanuel Coccia, au niveau de la vie, c'est le lien le plus étroit qui puisse exister dans la vie. Ce lien-là, le plus étroit, la feuille, parce que la feuille, elle est toute simple. Elle est quoi? C'est une surface comme ça, verte, végétale, tournée vers le cosmos, tournée vers la lumière. Et c'est le lien le plus étroit de vie qui puisse exister. Elle est tournée vers la lumière, et avec ça, elle arrive à prendre de la lumière pour faire de la matière, à travers la photosynthèse, dans ce lien le plus étroit. Voilà ce qu'arrive à faire la feuille et ce qu'arrive à faire le végétal. Et moi, je suis incapable de faire ça. On est vraiment nul à côté d'une feuille. Hein, on oublie, quoi.
Et on oublie souvent, par exemple, ce que dit aussi, quelque part, c'est que c'est la feuille qui fait l'arbre. C'est pas l'arbre qui fait la feuille. Il y a la feuille, et après la feuille, elle fait l'arbre. Et à travers ce travail de lumière, de photosynthèse, se développe la tige, se développe le tronc et se développent les racines. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc la feuille, tournée vers le cosmos et vers le ciel, est le lien le plus étroit avec la vie, avec la magie, avec la beauté, avec la lumière. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense toujours à ça quand je suis dans la... Enfin, je pense toujours à ça. Mais je suis toujours assez ému par rapport au végétal. Parce que j'ai cette pensée-là. Parce que, effectivement, par rapport au végétal, par rapport à la plante, par rapport à l'arbre, par rapport à la plante vivace qui renaît et tout ça, par rapport à l'arbre qui ne meurt jamais ou très peu, ou qui met très longtemps à mourir, et tout ça, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la vie qui est assez étonnant. Alors la beauté, elle est liée aussi avec cet élément de vie et ce contact premier. Voilà. Alors peut-être, et j'avais envie de le faire, avant de revenir un peu à la suite et puis de vous laisser le temps de poser quand même un certain nombre de questions, je vais vous lire un petit passage de François Schenck. François Schenck qui a fait, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est vraiment très bien, moi j'adore François Schenck, qui aujourd'hui a 98 ans mais continue à écrire de la poésie et à faire des livres, encore sorti l'année dernière, je crois, voilà. Et donc, il a écrit à un moment un livre qui s'appelait 5 méditations sur la beauté. Franchement, François Schenck, c'est à lire. Donc, si vous avez le temps, vous aimez bien la littérature, allez chez François Schenck, vous allez découvrir des choses assez extraordinaires. Voilà. Alors, je vais vous en lire une toute petite partie, justement, sur la beauté. Grâce à la beauté, le monde n'est nullement un espace neutre, insipide et insignifiant. L'existence humaine, non plus, n'est nullement un séjour aveugle, sans but, ni visée, fermé au devenir et à la possibilité de dépassement. Au contraire, le monde est plein d'attraits et d'appels, plein de signes et de sens. Et notre existence, elle aussi, est chargée de désirs et d'élan. Elle va dans un sens et elle a un sens. Déjà, en nous-mêmes, nous poussons dans un sens. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tendons vers la plénitude de notre présence au monde, à l'instar d'une fleur ou d'un arbre. Et de plus, nous tendons vers d'autres présences de beauté, vers une chance d'ouverture et d'élévation. C'est bien grâce à la beauté qu'en dépit de nos conditions tragiques, nous nous attachons à la vie. Tant qu'il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de chant, une fleur qui embaume l'air, un visage qui nous émeut, une main qui esquisse un geste de tendresse, nous nous attarderons sur cette terre si souvent dévastée. J'aimerais pousser la hardiesse jusqu'à dire que la beauté, d'une certaine manière, justifie notre existence. N'est-il pas vrai qu'au sein de la beauté, but de notre quête, nous éprouvons la sensation de ne plus viser à rien d'autre. Nous sommes là, pleinement dans l'être. Nous sommes tout simplement. La beauté, un ornement, un surplus, un superflu, force nous est de constater qu'elle est essentielle dans la mesure où elle participe du fondement de notre existence et de notre destin. C'est quand même beau, hein. Bravo, hein, comme c'est vraiment... Je crois que là, il fait vraiment le tour de la question, quelque part. Voilà. Comment vivre sans la beauté? C'est pas possible de vivre sans la beauté. Voilà. Voilà. Moi, je crois que si je suis aussi dans les arts plastiques, et si je suis aussi dans la peinture, eh ben, c'est bien pour ça, parce que ça fait véritablement partie de mon existence, et que c'est mon existence. Et que donc, c'est bien retrouver cette beauté à travers la nature, à travers l'œuvre d'art, à travers l'humain, à travers la rencontre, à travers l'amour, à travers le plaisir. Cette recherche de beauté, c'est véritablement ça qui est le moteur de notre existence. Sans cette recherche-là, ce serait quand même un peu morose, on va dire, quelque part. Voilà. Donc voilà un petit peu pour introduire un petit peu le sujet et la beauté. Alors le végétal, pour moi, c'est véritablement ça. Et
pourquoi j'ai fait cette série, pourquoi depuis 2-3 ans je travaille sur cette série, ben c'est parce que c'est une façon, moi j'utilise la peinture pour interroger le monde. Donc c'est une façon de réinterroger le monde. Donc de reposer de réinterroger le monde, c'est revoir le monde, le comprendre et véritablement le réinterroger pour prendre, essayer de trouver un autre contact au monde, parce qu'on est quand même anthropocentré. C'est l'humain et l'humain. Mais n'empêche que, alors on commence à comprendre que l'animal, le monde animal, ah ouais, c'est quand même pas celui qu'on imaginait, et c'est pas simplement des bestiaux domestiques qu'on tue pour manger la viande, hein, ou simplement, voilà, ah, il se passe peut-être quelque chose sur l'animal de différent, quoi. Alors, on commence à la comprendre. Bon, on l'a compris longtemps avec les chiens, parce que ça fait quand même longtemps que l'homme est avec le chien. Ça fait un moment quand même, hein, ou avec le chat, par exemple. Mais là, on commence ces dernières années à respecter enfin les animaux. Bon, normalement, on devrait supprimer les zoos et tout ça, les cirques, voilà. Mais le végétal. Bah, le végétal, c'est un décor, quoi. Ah, c'est une déco. C'est vachement beau, la déco. Ah, bah, c'est beau, quoi, une belle forêt amazonienne, vue du dessus et tout ça. En attendant, on supprime les 3/4, personne ne dit rien, ou très peu. Voilà. Donc le problème, c'est que le végétal, c'est que de la déco, quoi. Ah ouais, ça fait partie du monde, mais non, le végétal, c'est de la vie. Le végétal, il est moi. Le végétal, il est comme moi. Il fait partie de moi. Je dois partager avec lui un maximum de choses. Donc voilà. Moi, j'essaie de réinterroger ça, réinterroger la plante, la beauté de la plante, la mort de la plante. Parce que quand elle est morte, elle n'est pas morte. Quand je fais ici, quand je travaille des hostas, on est aussi sur elle disparaît, mais elle va renaître. Et puis, il y a une beauté dans cette forme de finitude, on va dire. Donc voilà, mais comme il y a une beauté dans un vent sur une prairie, comme il y a une beauté sur... Voilà. Donc j'essaye un petit peu de réinterroger ça. Et en même temps, je souhaite aussi que ce soit un acte un peu militant, quelque part. Parce que aujourd'hui, on a perdu 25% dans le domaine de la biodiversité, on a perdu 25% d'espèces végétales, 30% d'animaux, plus de 40, dans les animaux, 45% d'oiseaux, les insectes, je vous en parle même pas, on est à 65%, donc on est en pleine catastrophe, on continue à être en pleine catastrophe, il n'y a pas de souci, on ne bouge pas trop, il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de catastrophe, mais n'empêche que ça me paraît intéressant de dire attention, regardez ces plantes parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles nous sont utiles. Il y a 18 000 plantes qui nous servent à la pharmacopée, qui nous permettent d'avoir des médicaments et tout ça. L'arnica, il n'y en a plus. Les derniers plants d'arnica existent encore en Loire, mais il y en a très très peu. Donc il y a un gros souci à ce niveau-là. Voilà. Et il n'y a pas que cette plante-là. Alors certains vont vous dire, oui, mais on en découvre d'autres qu'on peut utiliser, mais ça ne fait pas le complément. Hein. Ça ne fait pas la différence, ça c'est clair. Donc voilà pourquoi je travaille un peu dans ce domaine-là. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Et peut-être vous passer la parole. Alors voilà, quand je vais vous passer la parole, je vais vous donner un micro. Alors, toutes les questions sont bonnes. Il n'y a pas, voilà. Et puis je précise tout de suite qu'à la fin de l'entretien, quand vous aurez bien parlé, on pourra boire du jus de pomme et manger des petits gâteaux. Donc faut rester. Alors, Fabienne, qui veut bien faire le micro, elle va passer le micro. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ça devrait marcher, normalement. Ça ne marche pas. 1, 2, pourquoi ça marche pas? Il n'était peut-être pas assez fort. Parce que quand tu as tapé dessus, je l'entendais dans le... Alors, attends. Je le remets. Il n'y a plus de piles aussi. 1, 2. Mais d'habitude, il marche. Les deux marchent. Il n'y a peut-être plus de piles, mais... Mais non, maintenant, il a deux niveaux de piles. Ah bon, bah alors... Il a deux niveaux de piles. Voilà. Bon, bah, tant pis, écoutez, on va vous passer celui-là pour la première question. Je reprendrai après. Tu as parlé tout à l'heure de l'urine noire et c'est peut-être pas évident forcément
de comprendre pourquoi tu as parlé de l'urinoir, en fait. Ouais, d'accord. Et je pense que ça serait bien de le préciser. De préciser. Oui, pour les gens qui ne sont pas trop dans les arts plastiques, tu as raison, c'est bien de préciser. Alors, Marcel Duchamp était comme un dadaïste, et les dadaïstes, ils ont remis en cause complètement la formation classique en dessin, en sculpture et tout ça. Et Marcel Duchamp faisait ce qu'on appelait des ready-made. Des ready-made, donc il prenait des objets et il disait, mais portons un regard différent sur un objet, et même un objet manufacturé. Et à partir du moment où on porte un regard différent sur un objet manufacturé, est-ce qu'on ne lui donne pas un autre statut? Et à partir du moment où on le prend, et dans le cas de l'urinoir, où on prend un urinoir et qu'on le retourne, il l'a appelé fontaine d'ailleurs, retourné, il l'a appelé fontaine, et donc on a vu cet objet-là qui, retourné, n'était plus un urinoir, puisqu'il était retourné, parce qu'il n'avait plus sa fonction. Et donc à partir de ce moment-là, il déclarait que cet objet-là avait aussi une valeur esthétique et pouvait devenir un objet d'art. Alors, c'est assez provoque. Après, il y a plein d'autres gens qui ont fait de la provocation dans ce genre-là. Mais ça permettait effectivement de changer complètement le regard du spectateur et d'être, par la provocation, de relancer tout un ensemble de questionnements sur qu'est-ce que l'art, même qu'est-ce que le beau, là, puisqu'on est dans l'esthétique, après tout, et voilà. Donc après, il y a plein de gens, tout ça, ça a ouvert beaucoup de pistes de travail, où il y a des gens qui ont fait, en particulier, je pense à l'Arte Povera, donc qui, lui, l'Arte Povera, parce que ça rejoint quand même la nature, qui, lui, reprenant simplement des éléments de nature, est capable, en installant des éléments de nature, des pierres, par exemple, on va installer des pierres sur cette surface-là, et en faire une œuvre d'art. On transpose simplement un élément, on l'installe d'une certaine manière, et il devient une œuvre d'art, avec des éléments qui sont naturels. Donc je pense en particulier à Pennon, qui a travaillé sur les arbres, qui en particulier, lui, creuse les arbres pour révéler l'intérieur de l'arbre. Il y a des gens qui vont dire, c'est pas de l'art, mais si, il nous révèle un arbre, la vie de l'arbre, la beauté de l'arbre, voilà, il révèle tout ça. Et donc on voit bien des pistes très différentes, mais qui viennent du fait qu'on a remis en cause aussi les idées esthétiques de beauté et autres. Moi, sans le micro, je voulais juste dire que Marcel Duchamp avait dit que c'était le spectateur qui faisait l'œuvre. Oui. Et donc cette œuvre-là, elle était aussi pour dire que quand je place quelque chose dans un musée, c'est pas parce que je la place dans le musée que c'est une œuvre. Et on mettait en cause aussi l'idée qu'une œuvre n'existe pas forcément que dans un musée. Voilà, il y avait l'idée aussi de l'espace. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, il y a des... Oui. Vas-y, pose quand même au micro, parce qu'autrement... Oui, parce que peut-être les gens derrière... Je parle fort. Oui, mais... Moi, c'est sur un autre sujet. Tu nous as parlé de ta peinture, oui. Mais là, dans cette exposition, tu as travaillé sur la gravure. Oui. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles, parce que c'est quelque chose de totalement différent, oui, par rapport à ce que tu as fait. Et je t'ai vu travailler, oui, et j'aimerais bien, parce que la gravure, ça nécessite plusieurs étapes, contrairement à la peinture ou au dessin. Ça demande, il y a d'autres intermédiaires. Et moi, j'aimerais bien que tu nous dises pourquoi tu as choisi la gravure et voilà comment tu as travaillé. Je t'ai vu travailler, mais je suis surprise du résultat et je voudrais que tu nous en parles un peu. Alors la gravure, effectivement, moi je suis plutôt peintre. À la base, vous me connaissez plutôt comme peintre. Et la gravure, j'en ai fait quand j'étais petit. Enfin, j'en ai fait quand j'étais ado, parce que j'étais au lycée Jules Ferry, et que j'avais fait un petit peu de lino. Donc de linogravure, bon là, qui est la taille directe dans du lino. Donc j'avais un peu j'aimais bien ça. Et il y a quelque chose de la gravure que j'ai retrouvé tout de suite, c'est l'encre. L'encre, l'odeur de l'encre. Là, parce que je vais très loin, là, l'odeur de l'encre. Alors l'odeur de l'encre, chez moi, c'est quelque chose d'important, parce que quand j'étais encore plus petit, quand j'avais 5 ans, mon père travaillait dans une imprimerie. Et quand j'étais petit, il avait travaillé chez Loos, ici, à l'imprimerie. Il y avait des grosses imprimeries quand j'étais tout petit, quand j'avais 5-6 ans, et j'allais le rejoindre, il réglait les machines et tout ça, et je marchais sur les grosses rotatives.
Il y avait des grosses rotatives de chez l'autre, j'ai souvenir de ça. C'était marrant comme tout, parce que comme c'était des grosses rotatives, il y avait des échelles comme ça pour monter au-dessus, puis qui redescendaient pour aller voir les rouleaux. Et moi, je m'amusais à marcher sur les échelles comme ça. Et très petit, donc, je suis rentré dans une imprimerie. Et très petit, j'ai senti cette bonne odeur d'encre. Bon, il y en a qui vont pas dire que c'est pas une bonne odeur, mais en tout cas chez moi, dès que je rentre dans une imprimerie, ou quand j'allais chez une cruche avant et tout ça, à chaque fois que je rentrais dans l'imprimerie, à chaque fois il se passait quelque chose, vous savez, cette odeur d'encre, voilà. Alors, après, voilà, alors comme beaucoup de gens, j'ai travaillé un certain temps, et après, un petit peu plus disponible, en retraite, voilà. Tout en continuant à être ici. Et ici, il y a un atelier gravure. Je m'étais dit, c'est quand même bien que je fasse de la gravure, quoi. Et puis, effectivement, comme l'atelier gravure, on a une très bonne prof de gravure, je me suis inscrit, voilà. Et là, je suis redevenu élève au milieu des autres élèves. Et voilà, exactement. Et la gravure, alors, donc, après, je vais expliquer. Tu veux que j'explique comment on travaille, comment je travaille? Non, comment tu te... Oui, pourquoi tu as choisi ce... Alors, il y a déjà cette histoire d'encre, voilà. Et puis, la gravure, c'est le papier. Et le papier, c'est aussi un rapport différent du rapport à la toile. C'est aussi une texture qui est différente, il y a aussi quelque chose de différent. Et puis après, la gravure, en faisant de l'eau forte, technique que je ne connaissais pas, et donc que j'ai appris ici avec Audrey, j'y suis allé déjà parce que j'en ai vu beaucoup, je trouvais ça intéressant au niveau lumière, j'étais très sensible à ça, au niveau qualité de lumière, qualité des grilles, tout ça, j'étais quand même assez fasciné quand tu vois quand même quand tu vois quand même ou des gravures sur bois, mais quand tu vois du Dürer, ou quand tu vois du Rembrandt, ou quand tu vois tous ces graveurs là, tu regardes ça, tu es quand même fasciné par la qualité du travail, la qualité de la vibration et ce travail-là. Donc après, effectivement, je suis allé là-dessus aussi parce qu'on est aussi sur un matériau brut. Et travailler avec du cuivre, on est aussi sur du cuivre. Et moi, en gravure, après avoir travaillé multiples techniques de gravure, la technique qui me plaît le plus quelque part, c'est quand même la pointe sèche. C'est-à-dire que c'est d'être directement, avec sa pointe, gravé directement dans le cuivre. C'est d'être directement au contact. Là, il y a un geste quand même, qui peut être très fin, mais qui est quand même une inscription directement dans le cuivre. Voilà. Et il y a tout ce côté complètement magique, après, de l'ancrage, de tous les paramètres que tu peux faire varier autour de ça. Moi, je crois que je viens à la gravure pour ça. C'est pas forcément... Il y a des gens qui vont à la gravure parce qu'il y a des multiples et tout ça. Moi, le multiple m'intéresse pas trop. Même quand je fais des pointes sèches, je fais des épreuves d'artiste ou un original ou deux, mais c'est tout. Je vais pas multiplier à 10, 12, quoi. Alors après la technique, avoir utilisé des techniques d'eau forte avec du vernis dur et puis utilisation de l'acide, ça marche bien, mais je trouve ça un petit peu, je veux pas dire mou, mais je veux dire, je suis pas aussi sensible que je me sens pas aussi bien qu'avec la pointe sèche. Où là, il y a peut-être une question d'inscription, quoi. Et puis, pour moi, la gravure, il y a toujours par rapport, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait que tu utilises un papier, j'en parlais tout à l'heure, et donc tu vois ton travail que quand il sort de la presse. Et là, il y a toujours une espèce de magie de la naissance, comme ça. Alors une magie ou pas de magie du tout, parce que c'est aussi très souvent une catastrophe. Mais quand ça vient et que ça sort, là, il y a une espèce de... Il y a quelque chose de magique. Alors que tu comprends avec une peinture, j'adore peindre, mais la peinture, on la construit en ramenant des couches les unes derrière les autres. Alors tu es concentré, tu es sur ton énergie, d'accord. Et quelquefois il y a la magie qui arrive aussi avec la lumière, mais c'est pas aussi évident que la gravure. Et puis il reste aussi la gravure, c'est l'économie de moyens. C'est noir et blanc. Je pense pas que je ferai des gravures avec de la couleur ou une couleur, mais pas. Je vais pas être. Il y a des graveurs qui utilisent 4 couleurs, 5 couleurs. Moi je suis pas là. Je pense que je resterai vraiment sur le noir et blanc et être sur cette vibration là du noir et blanc voilà, pour que ça vibre bien et que ça toute cette qualité de noir et de blanc, quoi. J'ai répondu à ta question? Oui. À peu près. Moi, je vais faire un petit lien avec ce que tu disais sur
cristaux qui cachaient pour dévoiler. Tu t'as dit, moi ce qui me plaît en gravure, c'est justement à un moment donné ça naît. Donc, j'ai l'impression que sur la plaque, justement, c'est un peu comme si l'œuvre était cachée. Et moi je me demande si c'est pas cette durée, ce temps qui passe, qui d'un seul coup est révélé, qui te plaît, cette démarche de révéler d'un seul coup tout ce temps qui a été cumulé. Oui. En fait, dans ce que je vois, c'est ce que je ressens. Ce temps qui a été cumulé, et en même temps, ça va à l'encontre de ce côté très éphémère de la feuille. Donc, j'aime beaucoup ce contraste où tu passes... je pense que tu as passé énormément de temps, parce que pour arriver à cette qualité de gris, de noir, de profondeur et de nuance, tu as dû passer beaucoup de temps. Ce qui ne se perçoit pas quand on ne connaît pas la technique, les techniques de gravure. Voilà. Et donc moi je voulais juste mettre en avant ce contraste entre ce côté très lent et long et ce côté magique qui arrive, qui naît, qui est révélé, qui va avec l'idée de la feuille naturelle et de la feuille gravure. Voilà. J'essaie de le réparer entre-temps, mais j'y arrive pas. Alors la question du temps. Alors ça, c'est parce que c'est quand même la question du temps, quoi. Et la question du temps, c'est une question essentielle et une question existentielle pour l'artiste aussi. Temps essentiel et existentiel. Et effectivement, moi, je pratique un peu la méditation. Je fais pas mal de yoga et tout ça. Donc la question du temps aussi, c'est important pour moi. Et ça m'arrive souvent. Quelquefois, maintenant, quand je retravaille, quand je vais dans l'atelier, carrément faire un petit moment de méditation avant d'aller dans l'atelier. Voilà. Parce que ça me permet aussi d'évacuer tout un tas de choses et de rester très ancré, on va dire, par rapport à ce que je veux faire, et surtout quand je travaille sur le végétal, comme ça. Voilà, être ancré. Ouais, mais voilà, ancré. Voilà, on est ancré. Voilà. Mais voilà, alors la question du temps, oui, elle est essentielle. Et vous voyez, dans ces travaux, on en voit derrière, ou aussi de l'autre côté, j'en vois là-bas, et là je reviens à Sheng aussi. Dans la peinture chinoise, Sheng parle du vide médian. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, dans la peinture chinoise, du vide médian. Alors c'est quoi ce vide médian? Et moi je le mets souvent, effectivement, dans mes travaux. C'est effectivement un vide où il n'y a rien, mais c'est ce vide où il y a tout. Ce vide où il n'y a rien, c'est ce vide où il y a tout, et c'est ce vide qui donne naissance à tout, et qui équilibre le tout. Et c'est dans ce vide-là qu'est peut-être véritablement, Sheng dit l'âme, alors c'est l'âme de l'artiste, la sensibilité de l'âme de l'artiste. François Sheng, il dit, pour peindre, on a besoin du corps, on a besoin de l'esprit, on a besoin du corps, et on a besoin de l'âme. On peut pas, il faut avoir ces trois entités pour être véritablement dans la création. Et ben c'est un peu ça. Alors la notion du temps, elle est complètement existentielle, elle est complètement méditative. Alors je reviens à la beauté, parce qu'effectivement, quand on est dans la beauté, on a une abolition du temps, totalement. Quand on est en train de dire « Ah, c'est beau, c'est merveilleux », le temps n'existe plus rien n'existe. Vous êtes complètement en sensibilité dans le beau, dans ce que vous percevez, et le temps n'existe plus. Quand vous faites de la peinture, pour les gens qui sont peintres, ici aussi, ils le savent, on est aussi dans cette notion-là quand on travaille. Donc, de passer 2 mois pour faire un dessin, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Ce ne sont que des moments complètement concentrés en énergie, et où vous êtes dans un temps... comme dirait Bergson, dans un temps qui relève plus de la durée plutôt qu'un temps spatialisé. Et ces temps de la durée, c'est tous les temps que vous vivez aussi. Quand on est dans une joie immense, c'est le temps de l'amour qui est dans la durée, où on abolit, c'est pareil, où on abolit, tout est aboli, complètement aboli. On est juste dans cette relation-là qu'on peut avoir avec l'autre, et on est dans un temps complètement hors temps spatial. Donc on est là-dedans, effectivement.
Et le travail du peintre, c'est presque un travail de méditation aussi, quelquefois, et en faisant de contemplation aussi. Donc on a cette dimension de temps qui est complètement différente de notre temps habituel, qui est sériel, de plus en plus découpé, et de plus en plus imposé. Alors que là, c'est un choix véritable. Je dis quand même, l'art, c'est un choix de solitude. C'est vraiment c'est aussi un choix de solitude, et un choix de solitude consentie, pas de solitude subie. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous dire les différentes techniques que tu as utilisées? Oui. Voilà. Je ne sais pas si genre des sérigraphies. Alors, il y a plusieurs techniques. Alors, je vous les montre. Alors, je me lève pas. Tu me suis, Catherine? Non, on va voir. Si. Non, bah, je vous montre. Je reste comme ça. On va voir. Alors, d'abord, la technique la plus simple. La technique la plus simple, c'est la technique du crayon. Donc là, sur des œuvres comme ça, qui sont les œuvres un peu plus grises que vous voyez là, ça, ce sont des œuvres qui sont faites au 0,5 mm. Donc c'est un critérium 0,5. Alors dans un critérium 0,5, eh ben, vous avez soit des mines H qui sont assez sèches, ou vous connaissez des mines HB, moyenne, B, un tout petit peu plus grasse, et 2B, un tout petit peu plus grasse. Mais 2B, vous n'avez pas de 4B, ni de 6B, ni de 8B, parce qu'un 4B en 0,5, c'est même pas la peine, vous le posez sur votre feuille, elle est cassée. Donc qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un dessin comme ça? Parce que là, vous avez par exemple une tourbière, une vue d'une tourbière au Lichepart, parce que je peux vous dire où ça se situe, une vue d'une tourbière au Lichepart. Et bien, donc moi, le Lichepart, allez vous promener au Lichepart, c'est tellement beau. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport, le rapport du végétal avec l'aquatique, avec l'eau. Juste cette limite-là. Qu'est-ce qui se passe là, dans cette transparence-là? Quelle est la magie qui se passe là? Et là, voilà. Et donc, j'avais vraiment envie de dessiner ça avec la déformation des plantes dans l'eau et tout ça. Et donc, si je veux, en passant du gris très clair, si je veux avoir des choses plus sombres dans les noirs, ben, je n'ai pas d'autre solution que de croiser mes traits. Donc, je les croise. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Même quelques fois plus, pour avoir des noirs. Et quand je veux que ce soit plus léger, ben je fais 1 fois, 2 fois. Mais je peux travailler qu'avec des choses croisées. Et là, je rejoins la gravure. C'est comme si c'était une gravure, en fin de compte. Je pourrais faire ça sur une plaque de gravure, pratiquement, et le refaire avec des traits croisés. Pour avoir des noirs, je multiplie mes croisements de traits. Voilà. Oui. Alors là, oui, sur des choses comme ça, je travaille forcément d'après photo. J'ai tout un ensemble de photographies que je vais faire, que j'ai faites au Lichepart, et je recompose, je recherche et je travaille d'après photo. Voilà, d'après ce que je vois, d'après mes promenades. De l'autre côté, là-bas, vous avez la deuxième image. C'est un chemin à Mandray. Alors à Mandray, j'explique le chemin à Mandray. C'est un chemin sur lequel je me balade souvent, c'est un chemin à la sortie juste de la forêt sur le dessus de Mandray. Donc il est composé de terre, de cailloux, de tuiles, de tout ce qu'on veut. Et en me baladant là, en ce moment, à peu près à ces périodes-ci de l'année, le soleil, il est bas. Il est assez bas le soleil. Et en marchant, je marchais, je regardais le sol, je dis, waouh, les ombres là, il y a des petites herbes. Je dis, oh, les ombres là, elles sont fabuleuses. Il faut quand même faire quelque chose avec ça. Donc à partir de là, j'ai fait des photos. Et à partir de cette photo, je refais un dessin. Voilà. Je refais un dessin, où dans ce dessin, j'espère que je retrouve un peu toute la poésie de cette marche et de tout ce plaisir de ce chemin qui est quand même magnifique, quoi. Voilà. Alors voilà pour les techniques pures, ça c'est technique pure de dessin. Après, alors en dessin, vous avez là des choses qui sont plus noires. Alors là, je suis plus la prairie, là. Je suis plus au 0,5. Là, j'utilise une pierre noire. Alors une pierre noire, c'est comme un crayon compté, vous voyez un crayon, très noir, qui peut donner des choses très noires, mais très dures, beaucoup plus dures qu'un fusain. Donc voilà. Alors, comme elle est très dure, on peut avoir des choses très sèches comme ça, très sèches, très épurées, très sèches. Et donc, là, c'est tout simplement, je fais un fond et je raye ma plaque comme ça, tout simplement. Donc, il faut juste être patient. Au-dessus, vous avez quelques traits, et en dessous, vous avez 6 fois des couches de traits, voire 10 fois des couches de traits pour arriver au noir. Donc au-dessus, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je serai arrivé jusqu'au noir. C'est juste, voilà, très patient comme ça.
Et là, vous trouvez la vibration. Puis après, il me fallait des blancs pour la vibration. Donc je retravaille quelquefois avec des éléments de papier de verre. Je plie des papiers de verre et je tape dedans avec des papiers de verre pour récupérer des blancs. Voilà. 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 Ah, c'était ça, je me demandais. Je ne vais pas tout dire. Voilà. Non, voilà comment ça. Alors sur un travail comme ça, là, voilà, vous avez ça qui vous donne des noirs comme ça, ou alors des noirs sur l'autre Osta qui est au coin, qui est tout noir. Et là, c'est parce que j'ai croisé ma pierre noire très très fort, et j'arrive à un noir qui est pratiquement équivalent à un noir de gravure, mais avec du graphite en fin de compte. Et ça, c'est toujours notre problème quand on est dessinateur, d'avoir des vrais noirs. Et puis les fixer, parce qu'avec le fusain, il faut fixer, c'est toute une histoire. Mais voilà, mais avec la pierre noire, on a quand même quelque chose de bien. Et on a maintenant aussi des crayons fusains qui sont pas mal aussi, et qui peuvent nous amener à aller jusque du 8B. C'est pas mal, 8B, c'est commence déjà à être noir. Voilà. Alors là, vous avez un ensemble d'œuvres comme ça, avec des plantes, et donc là, je prépare mes papiers avant. Je prends généralement des papiers, il faut des papiers qui soient des papiers solides. Je prends des papiers aquarelles, des arches, torchons, tout ça. C'est du 300 grammes. Donc 300 grammes au mètre carré, c'est quand même des choses qui commencent à être solides. Et je prépare souvent mes papiers avec des ponceuses. Je les prépare avant. C'est-à-dire que le grain n'est plus partout pareil et tout ça. Et à partir de ce moment-là, je retravaille dedans. Je les regrade, je les reponge, je les travaille à la gomme, je retravaille les lignes, je supprime. C'est toujours un aller-retour. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève, je mets, j'enlève, jusqu'au moment où je trouve qu'il y a une lumière qui est intéressante. Et après, souvent, je refais une impression de la plante, et après, je reviens de nouveau au dessin pour réintégrer la plante dedans et tout ça. C'est une espèce de cuisine comme ça, toujours entre l'impression et le comment et le dessin. Voilà. Tes feuilles, c'est une impression. C'est une impression. À chaque fois, je refais une impression. Oui, voilà. Là, on est sur du monotype. Alors, le monotype, ça, c'est un monotype à partir de gravure. Et c'est avec ça qu'on a fait le livre. Donc, le livre, c'est la raison de cette exposition. C'est-à-dire que cette exposition n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas fait ce livre d'artiste. Alors, un petit mot sur le livre d'artiste. Donc c'est un artiste que j'ai exposé ici, qui est sur Strasbourg, qui me dit, depuis 2 ans, il me dit, maintenant on ferait bien un livre d'artiste avec toi. Puis moi je lui dis oui, bof. Puis je dis, ah oui, je m'y mets. Donc je m'y suis mis l'année dernière, vraiment. Et donc j'ai dit, bon, je vais faire un livre d'artiste, je vais continuer le travail sur les plantes, sur la mémoire de plantes. C'est essayer de, garder cette mémoire de plantes. Et je veux dire, je vais travailler comment? Donc je vais travailler en monotype. Donc c'est le principe. Là, je travaille en monotype sur cuivre. Donc je prends une plaque de cuivre. J'ai des plaques de cuivre ou des plaques de laiton. Alors j'en avais des vieilles qui étaient déjà marquées. Puis après, je ne peux pas utiliser tout le temps les mêmes parce qu'elles sont toujours marquées de la même manière. Donc il faut que je change de marquage. Voilà. Alors ces plaques de cuivre, je les enduis complètement en noir et j'enlève le noir pour préparer mes fonds. Alors il s'agit de bien enlever le noir. Et c'est pas facile d'enlever le noir sur une plaque de cuivre. Je vous ai oublié de vous dire que préalablement, la plaque de cuivre, il faut la polir de 600 à 7000 avec du papier carrosserie. Il faut qu'on se voit dedans dans la plaque de cuivre avant de travailler sur la plaque de cuivre. Donc c'est déjà un travail préparatoire important. Et donc, une fois que j'ai enduit ma plaque en noir, j'enlève, je réserve des blancs et je crée un paysage. Je crée tout un fond. Et à partir de là, je reviens avec une impression de plante, et à partir de là, je remouille mon papier, je fais une impression de tout, du tout. Ce qui fait que je peux l'imprimer qu'une fois, et que donc c'est un monotype. On n'aura jamais 2 fois la même chose. Voilà. Et donc là, c'est les plantes qui m'inspirent. Donc chaque feuille, chaque plante, elle m'inspire dans le sens où je me dis, cette feuille-là, elle me raconte quoi? Elle me renvoie où? Et j'espère que ces feuilles qui nous renvoient à des paysages, elles nous renvoient souvent à des choses qui sont très loin dans notre esprit. Par exemple, là, il y en a une, la deuxième en partant du coin en bas, qui monte, là, c'est une feuille de liseron, là. Moi, ça me fait penser à des poissons, à des baleines, une espèce de choses comme ça, on ne sait pas où on est, quoi. Voilà. Donc, ou quelquefois, ça nous renvoie tout simplement à des paysages. Là c'est un paysage, mais il y a plein de feuilles dans ce paysage-là. Ou là, par exemple, j'ai des commandes du cerfeuil hirsute. J'ai retrouvé le cerfeuil hirsute que je ne connaissais pas dans la nature. Magnifique, le cerfeuil hirsute. Donc voilà. Et lui,
La façon dont il est, j'avais vraiment envie de le mettre comme ça, puis de le faire vibrer derrière, parce qu'il est tout fin, il est tout doux, il est très fragile comme ça. Donc j'ai recréé tout un fond pour le faire vibrer. Et pour le gros, là, qui est une... Alors je reste encore sur les monotypes. Voilà, tout ça, c'est des monotypes. Donc voilà, c'est fait comme ça. Donc on a fait le livre, et j'en ai fait plus d'une 50aine, et donc on a décidé de faire le livre à 20 exemplaires, et puis c'était encore trop par rapport au prix du papier. Donc on est parti à 13 exemplaires. Donc de 50, il fallait que j'arrive à 13. Mais moi, ça m'intéresse bien, parce que l'art, c'est d'abord qu'une succession de choix. Donc quand on fait de la peinture, quand on fait de l'art, on fait des choix successifs pour arriver à un résultat. Et le dernier choix, c'est bien de trier, de garder ce qui va être le meilleur. Donc sur mes 50, j'ai mis ça sur mon plancher, et puis j'ai dit, voilà, ça je garde, ça non, ça peut-être. Ça je garde, ça non, ça peut-être, ça je garde, ça non, ça peut-être. J'ai fait un truc pour arriver jusqu'à 20. Puis à 20, j'ai amené chez l'artiste, puis il me dit, ah Manu, je suis coincé, machin et tout, par rapport au prix du papier qui a monté, la rame de papier à 420 €, on pourra en faire qu'un livre avec 13. Refaisons un choix. Je reprends les 20, je reprends 13, refaisons un choix, et je me suis arrêté sur ce choix-là. Donc ce qui fait que ce livre, il est fait avec, vous avez 13 reproductions de toutes les œuvres, plus, à chaque fois dedans, un original dans le livre. Et vous avez une boîte qui a été faite en bois, réalisée en bois, voilà. Je vous montre la boîte, Elisabeth, merci, c'est bien. Voilà. Et donc le livre s'insère dans la boîte. Et d'habitude, il travaille soit avec des poètes ou avec d'autres gens, mais là, comme moi j'écris aussi, j'avais envie de faire le texte aussi, donc j'ai fait le texte aussi, le texte mémoire de plantes. Voilà. Donc voilà comment c'était cette proposition-là qui a donné naissance à cette exposition. Parce qu'on s'était dit, puisqu'on a fait le livre, ça serait bien de le présenter. Mais comment le présenter? Voilà, donc on le présente dans une exposition, et voilà, on a fait comme ça. Voilà. Alors voilà, ça me permet moi de revenir sur l'œuvre au milieu qui a servi au flyer. Ce sont des fougères, et moi si je donnais un titre à cette œuvre, c'est vraiment les fougères et le nuage. Moi, quand je regarde une fougère, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'une fougère peut raconter à un nuage? Imaginez le dialogue. Ça peut être très, très, très intéressant. Il se passe des tas de choses. Et là, ça nous renvoie aussi tout de suite au cosmos. Ça nous renvoie tout de suite à la lumière. Ça nous renvoie tout de suite au cosmos, à la lumière, à l'énergie. Et toute l'énergie qui sort de ces plantes, de ces végétaux, moi je crois qu'elle nous constitue vraiment. Et maintenant, je le vois vraiment maintenant, depuis que je suis en retraite, depuis 4-5 ans, mais des gens qui sont... Moi, je suis super heureux de vivre les saisons, vraiment les saisons. J'ai le temps de voir l'automne, j'ai le temps de rentrer dans l'hiver, j'ai le temps de voir le printemps. Alors que quand on est dans la vie active, même des gens qui ont des jardins, mais ça passe tellement vite qu'on a du mal avec, on a du mal avec les, on voit pas assez les saisons, quoi. Et là, c'est un vrai plaisir de voir un bonheur, de voir cette végétation qui n'arrête pas de bouger, de vivre, de disparaître, de renaître. Voilà, c'est un vrai plaisir. En tout cas, il y a une véritable relation entre justement ce qui se passe dans le végétal et ma vie. Et en tout cas, ça me nourrit beaucoup et ça me constitue beaucoup. Et voilà pour techniquement dernière œuvre, les 4 qui sont là-bas, c'est la pointe sèche. C'est directement là, les 4 qui sont juste là-bas, très épurés. C'est de la vigne vierge sur mon mur de l'atelier. Et c'est la vigne vierge quand, en hiver, là, les feuilles sont tombées, et après il ne reste plus que les réseaux, et quelquefois il y a des petites feuilles un peu sèches, rabougries comme ça, qui sont coincées. Donc je redessine ça, et là je prends une plaque de cuivre, c'est de la pointe sèche. Donc avec ma plaque de cuivre, je la polis d'abord, comme j'ai dit, et après je grave dedans à la pointe sèche, qui est une pointe toute fine, voilà, et je grave dedans. Après j'enduis toute ma plaque avec de l'encre, j'essuie ma plaque à la tarlatane et tout ça, jusqu'à avoir à essuyer complètement. Je termine avec la main, on peut palucher avec du blanc de meudon pour avoir véritablement un blanc. Et en fin de compte, l'encre est restée dans les creux, parce que quand je grave, j'enlève pas de la matière, mais je repousse de la matière. L'encre est restée dans les creux, et quand je vais amener ma feuille qui était préalablement mouillée et essorée sous ma presse, n'oublions pas que, je répète toujours, dans une presse, c'est 2 tonnes au centimètre carré ou 2,5 tonnes au centimètre carré quand on passe une feuille. Et là, donc, l'impression se fait directement dans les fibres de mon papier et je récupère une gravure, une eau forte comme ça directement en pointe sèche. Voilà. Donc voilà. Comment ?
Alors les fougères, là, c'est une impression de fougère. Alors j'ai refait une impression directe de la fougère, qui est imprimée, mais sur tout un fond de papier, et puis après retravaillé avec des crayons. Donc c'est une espèce de jeu entre le dessin et l'impression. Mais là, c'est pas une impression en eau forte, c'est une impression directe. Voilà. Voilà. Mais tu voulais le nuage? Oui, bien sûr. Ah non. Enfin, je voulais le nuage. Oui, alors, la question est bonne, parce que c'est... quand j'ai fait ça, je ne pensais pas au nuage. Mais après, quand j'ai dégradé mon papier et ma feuille et tout, ce qui est venu dans la dégradation, il y a des choses qui sont venues. Je dis, ah tiens, il y a un nuage qui vient là. Donc j'ai insisté, je suis revenu avec mon crayon et tout ça pour faire une ambiance de nuage. Mais au départ, je n'avais pas une volonté de nuage. C'est l'accident. C'est toujours l'accident. Là-bas, dans la gravure, la dernière au-dessus, je raconte tout, la deuxième au-dessus, la pointe sèche, j'ai fait ce qu'on appelle un chine collé. Alors, un chine collé, qu'est-ce que c'est en gravure? Un chine collé, c'est mettre une feuille de papier de chine intermédiaire à la gravure. Ce qui fait que quelquefois, vous avez déjà vu ça, vous avez des gravures, le bord il est blanc, mais l'intérieur il est gris ou bleu, et la gravure elle est sur du bleu. C'est parce qu'en intermédiaire, on a mis un papier. Donc la gravure, elle s'est imprimée sur le papier s'est collé sur la feuille. Alors là, j'ai fait un chine collé là-bas, et puis quand j'ai fait un chine collé, naturellement, j'ai pas pris la bonne colle. Je me suis dit, oh, ça va aller comme ça, je vais prendre ça, c'est bon, quoi. Et ben non, mon chine collé, c'était un chine décollé. Voilà, donc quand j'ai sorti le truc, ah bah oui, j'avais bien mon empreinte, mais mon machin, il décollait, il était plus collé. J'ai dit, je vais pas laisser ça comme ça. Donc j'ai recollé à la main, comme ça, directement. Tu vois, ça tiendra bien quand même, le truc là. Et effectivement, j'ai recollé à la main, mais j'ai pas pu le recoller juste comme il fallait, bord à bord, puisque c'était déjà bougé. Et donc il est recollé juste décalé. Et moi, je trouve que c'est véritablement un accident. Et il est décalé et il me donne un blanc au milieu que je n'aurais jamais pu avoir autrement. Et je dis, moi j'estime que là, cette gravure-là, elle est belle parce qu'elle provient de l'accident et elle donne des choses assez étonnantes. Et moi, sur mes travaux, il y a souvent des choses qui sont sûres de l'accident, parce que même quand je fais des hostas là-bas, que je fais danser et tout ça, comment je les fais danser? C'est bien parce que j'ai noirci mes hostas avant, et puis que je les ai attaqués complètement à coups de gomme et tout ça. Donc quand j'attaque très fort avec des coups de gomme, j'attaque avec des accidents. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, et après, je relis ces accidents, et là, je vais retravailler dedans. C'est le cas de l'œuvre qui est juste derrière, là, avec les plantes aussi, c'est pareil. C'est le papier me donne l'accident. Je provoque l'accident sur le papier, et voilà. Je crois que c'est Nietzsche qui disait que les œuvres d'art ne peuvent provenir que du chaos. Mais c'est vrai. Elles peuvent provenir que du chaos de notre chaos à nous, on a en nous, mais du chaos qu'on peut provoquer aussi sur une page ou sur une surface. Et là, on va organiser ce chaos, on va en faire quelque chose. C'est la matière de base, mais en tout cas, c'est très fluctuant et c'est très chaotique. Moi, je ne travaille pas avec je travaille, alors en dessin un tout petit peu moins et encore, mais je ne travaille pas avec un truc pensé, rigide, je fais ça donnera ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Il faut que la matière, elle me fasse vivre, elle me nourrisse. Voilà. Voilà. Peut-être, je sais pas, on peut peut-être... Michel, on va poser. Je ne touche à rien. J'ai bien aimé cette partie de ton exposé, le côté matériel de la chose, en ce sens que moi j'adore l'odeur de l'encre, je sais apprécier différents papiers, mais je serais absolument incapable de faire ça. Par contre, pour revenir à tout le débat antérieur, les Égyptiens et compagnie, il faut quand même avoir conscience que la notion d'art, d'une part, et la notion de beau, d'autre part, a une histoire. Les Égyptiens n'avaient ni notion d'art, ni notion d'histoire, de beauté. C'est ce que j'ai dit. Par contre, juste avant les Égyptiens, 5000 ans avant, il y avait tout l'art pariétal. Oui. Autour de l'art pariétal, on a longtemps eu le débat, je crois qu'il est plus ou moins
presque résolue actuellement, encore que je ne sois pas sûr. La question était de savoir, les gars qui faisaient de l'art pariétal, l'interprétation à la Leroy-Gourand qui est que ça signifie ça, 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 ça et ça, ce n'est que assez tardivement et assez récemment qu'on s'est mis à se poser la question qu'après tout, ils faisaient ça tout simplement pour le plaisir. Il y avait un plaisir à faire quelque chose que nous, aujourd'hui, appelons de l'art. Et c'est indiscutable, quoi. Et maintenant, on a des recherches beaucoup plus poussées, beaucoup plus scientifiques, si je peux dire. On vient de découvrir que des peintres pariétaux, pour la plupart, étaient des femmes. Oui, voilà, je voulais t'en parler. On en a parlé mardi. Ce qui est quand même... C'est vrai. Disons que c'est intéressant. C'est pas possible. Que ce soit faible ou pas, en tout cas, ce n'est pas anodin. Bon. La notion de temps. Pas beaucoup de monde n'est supposé savoir que je suis un petit peu photographe sur les bords. Or, le temps du photographe, c'est pas du tout le 125e de seconde de l'image, avec son appareil, c'est tout le temps antérieur. Moi, il m'arrive de me balader pendant des mois, je dis bien des mois, autour d'un objet, ou d'une scène, ou de quelque chose que finalement, un beau jour, je photographie. Bon, alors, est-ce que la photo est bonne ou pas, ça, après tout? La vraie question est que je n'ai absolument pas conscience de faire de l'art. Je refuse qu'on dise que je suis artiste, parce que je suis vaguement photographe, quoi. Par contre, il y a bien un mouvement qui est en route depuis la moitié du 19e siècle, où devient art ce que tu décides être de l'art. Duchamp. Sauf que Duchamp, c'est pas le 19e siècle, mais enfin bon. C'est pour ça que la notion de beau et d'art est quelque chose d'extrêmement complexe, qu'on peut retrouver là. Bon, je passe du coq à l'âne, le végétal c'est bien beau, l'animal c'est encore mieux. En ce sens que l'ADN végétal et l'ADN animal est exactement le même. Ce sont des combinaisons qui se mettent en route, va savoir pourquoi. Bref, c'est très bien, merci. Philippe, il voudrait poser. Je voudrais quand même parler un petit peu des... Voilà. Ouais, alors je ne vais pas répondre à tout, mais c'est très, très intéressant sur l'art pariétal et les femmes. Effectivement, parce que mardi soir, je suis intervenu sur une pièce de théâtre qui était sur l'invisibilité des femmes dans l'art. Et à un moment, elles ont une scène pariétale où elles dansent avec du rock et tout, mais en peau de bête et tout, machin. Et on revient sur l'idée de l'art pariétal, et où elles disaient, oui, ben, naturellement que l'art pariétal a été fait par les femmes, et plus par les femmes, parce que les femmes avaient quand même des moments en particulier, quand elles étaient enceintes, ou quand elles venaient d'accoucher, tout ça, où elles étaient directement proches de la caverne, où elles restaient beaucoup plus longtemps dans les cavernes que l'homme, et que donc, naturellement, à cette période-là, elles ont aussi dessiné, elles sont, voilà. Mais je suis quand même assez d'accord avec toi, effectivement aussi, là, et c'est sûr qu'il y a, dès le début, ce plaisir de la représentation. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Je rebondis sur ce que disait Michel par rapport à la notion de beauté. Moi, depuis très longtemps, bien sûr, je me pose la question, qu'est-ce que la beauté et comment on la transmet, quoi. Et j'ai toujours pas trouvé de réponse, tout au moins de réponse objective, hein. Mais par rapport à certains exemples que tu avais donné au tout début, j'ai l'impression que le mot beauté seul
n'apporte rien. La beauté, tu parlais du coucher de soleil sur le Honeck. Le coucher de soleil sur le Honeck est beau parce qu'il est grandiose. Si je fais une photo du coucher de soleil puis que je la mets en petit format comme ça sur le mur, on perd cette notion de grandiose. Voilà. La beauté, par exemple, sur ces feuilles mortes, est aussi accompagnée de la notion de vérité. Voilà, là on est dans la vérité du vieillissement, etc., etc. Et j'irais même aussi jusqu'à une notion de, comment dire, de simplicité aussi. Ouais. Voilà. Oui, bah, je vais tout à fait dans ton sens. Voilà, oui, il y a pas, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et cette notion de beauté, on n'a pas trop parlé de beauté, de vérité par rapport à l'élément, effectivement. C'est ça aussi. Et oui, et il y a toute une... Oui, il y a eu ça aussi, même quelque part dans l'expressionnisme par rapport à l'humain, la vérité du sentiment, de ce qui est exprimé, et la force qui est exprimée donc, quelquefois dans les œuvres expressionnistes, donc, qui peuvent être peut-être quelquefois très dérangeantes plastiquement, mais elles sont... Est-ce que le cri de Munch est beau? Pas forcément, quoi. Il n'est pas forcément beau au sens beau, mais il exprime, il est tellement fort, il est que forcément, c'est de la beauté à l'état brut, ça dépasse la beauté. Ça dépasse la beauté. Voilà. Je pense avec Autodix. Autodix, pareil. La voiture, pareil. Oui, voilà, pareil. C'est au-delà. C'est au-delà de ça. Voilà. Alors, je ne sais plus qui. Nietzsche disait nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Je trouvais ça pas mal quand même. On peut peut-être. Voilà, on peut peut-être. J'ai oublié quelqu'un qui disait la beauté n'est plus la finalité de l'art, pour parler de l'art contemporain, mais son horizon mouvant. Pas mal non plus. Hein. C'est plus une finalité, mais c'est un horizon mouvant. Voilà. Alors voilà, s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être s'arrêter là, boire un coup. Oui, Michel? Simplement la notion de paysage, par exemple. Oui. Coucher de soleil au Honeck. Mon Dieu. Réfléchissons bien. La notion de paysage. Un paysage, ça n'existe pas. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que à partir du moment où il y a quelqu'un pour le Regardez, tu recrées le paysage. voir, Ah oui, et éventuellement en parler plus ou moins bien. tout à fait. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, c'est toute cette histoire de la projection qu'on fait par rapport à notre monde. Et comment on reconstruit les choses. Et que voilà. Très intéressant. Oh, ça, un débat futur. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous invite, je suis dispo pour discuter encore avec vous un peu. Et puis, on peut boire un verre tranquillement. Voilà, merci.